Présenté. Bonjour à tous, donc effectivement je suis Efri Boris Sassou, donc je suis Business Development Manager chez AWS depuis à peu près 3 ans. J'ai rejoint les équipes BD en charge de service catalogue et control tower depuis à peu près 6 mois. Auparavant j'étais Technical Account Manager, auparavant j'étais chez Microsoft, auparavant chez Canal+, auparavant chez IBM et auparavant chez Atos Origin. Donc je suis là pour accompagner Chris sur cette présentation sur la solution Control Tower qui vous permet effectivement d'accompagner le client pour déployer une landing zone. Ok, merci Boris. Du coup, je vous propose l'agenda suivant. Dans un premier temps, on va parler de landing zone. L'objectif, c'est de comprendre c'est quoi une landing zone, donc de comprendre les objectifs. C'est de comprendre aussi le multi-account framework d'Amazon. C'est de parler de solutions de landing zone, parce qu'il n'y a pas que voilà, la solution de base Amazon, il y a d'autres solutions de landing zone, donc c'est de comprendre quelles sont les solutions qui vont permettre de bâtir une landing zone. L'idée aussi, c'est de parler de pourquoi Control Tower aujourd'hui, pourquoi on veut aller vers Control Tower. C'est de voir aussi les prérequis de Control Tower. Et dans un second temps, on va voir l'Account Factory. Donc, l'Account Factory, qui est un sous-service de Control Tower qui va permettre de créer un compte, qui va permettre aussi d'ajouter des comptes existants. En troisième point, on va parler de sécurité et de gouvernance. Donc, on va parler de la fédération d'identité. On va parler d'AWS SSO. On va parler de guardrails et de la gouvernance. Et puis, dans d'autres parties assez transverses, lorsqu'on parle du cloud, il faut parler aussi de pricing. Donc, il est bien de parler de pricing. On fera plus ou moins une démo. Et puis, si le temps nous permet, on fera l'étude des cas BiopenIT. Ben, si le temps ne nous permet pas, en effet, la démo sera vraiment suffisante, en effet, pour ce webinaire. Donc, une landing zone, qu'est-ce que c'est? Une landing zone, c'est quoi donc en fait, on a besoin en fait, lorsqu'on travaille dans le cloud Amazon, ce qu'on fait, on crée des ressources, on crée des machines, on crée des serveurs, on crée des services, on crée des utilisateurs et autres. Donc, on a un grand besoin de les isoler, on a un grand besoin de les rassembler parce que les équipes qui vont travailler sur certaines ressources sont différentes les unes des autres, elles n'ont pas les mêmes objectifs. Donc derrière, on évolue dans des organisations qui sont assez complexes, donc qui demandent qu'on isole des ressources, qu'on sépare des ressources dans des différents comptes. Donc c'est l'idée de landing zone. En général, quand on veut migrer dans le cloud, quand on veut bâtir une architecture de cloud, la première chose à faire, c'est de créer des comptes Amazon. Mais pourquoi créer des comptes Amazon? Est-ce que, en effet, il faut créer un seul compte, deux comptes, trois comptes, cinq comptes? Donc, quel est l'état de l'art dessus? Donc, c'est ce qu'on va voir. Le plus gros niveau, en effet, pour isoler des ressources Amazon, c'est la création de compte. Mais de toute ma vie de consultant, ce que j'ai remarqué, cette partie landing zone, gestion d'un environnement multi-account, en moyenne, les projets prennent 2 mois, 3 mois même pour de très grandes organisations, pour seulement la gestion des comptes, pour faire des choses dans l'état de l'art. Donc, en effet, on perd beaucoup de temps, on perd beaucoup d'argent aussi parce que le TGM, voilà, très souvent, il est plus ou moins élevé et à la fin, au bout de 3 mois, c'est maintenant que ces entreprises-là ont commencé à faire la migration bien, à bâtir des architectures et à migrer les applications. Donc, c'est vraiment beaucoup de temps. Donc, l'idée de landing zone, c'est de voir comment on peut rapidement déployer des environnements scalables et sécurisés qui vont permettre d'héberger nos applications, donc comment on va gérer les comptes. L'idée, c'est de voir comment on va isoler les ressources les unes des autres. C'est de voir comment on va faciliter aussi cette gestion des identités des accès. C'est de voir comment on va gérer la facturation et comment être alerté et pouvoir remédier en cas de faille de sécurité. Donc, c'est l'idée d'une landing zone, c'est ça. C'est comment on bâtit un environnement multi-account dans les règles de l'art, en prenant en compte les aspects de la sécurité, en prenant en compte les aspects de la gestion du billing, en prenant en compte la gestion des identités avant même de pouvoir déployer ces applications. Donc, FOI, Boris, je vais te laisser parler un peu du framework comme multi-account.
Oui, merci tout à fait. Merci pour cette introduction. Effectivement, ça résume parfaitement effectivement l'approche qu'on souhaite avoir effectivement pour déployer les fondations de l'infrastructure qui va permettre d'héberger les applications. Et ce qu'on a souhaité vous présenter au travers de ce slide, c'est ce qu'on appelle effectivement le framework multi-compte. L'idée derrière, c'est effectivement de vous proposer une structure sur laquelle vous allez pouvoir bâtir vos propres solutions et prendre ce qui effectivement est intéressant et fait sens pour vos workloads, pour vos projets, pour vos clients, pour vos partenaires. L'idée, c'est que ce soit vraiment un ensemble de briques que vous pouvez choisir qui va vous permettre effectivement du coup d'intégrer les différents éléments de la solution. Donc effectivement, le framework, il va regrouper des éléments de sécurité et d'organisation. Donc ce que vous retrouvez en haut, c'est ce qu'on va appeler l'organisation globale du coup de votre solution sur AWS avec une structure qui est basée sur des OU. Une OU, c'est un dossier dans lequel on va mettre des comptes. L'idée, c'est qu'effectivement, les OU permettent de ranger et d'organiser les comptes en fonction de certaines typologies, en fonction de certaines catégories. Une fois qu'on a effectivement mis en place cette structure, on va pouvoir appliquer ce qu'on appelle des SCP, qui vont être des policies de sécurité, qui vont permettre effectivement du coup de mettre en place, ce qu'évoquait Chris, des règles de sécurité et de gouvernance qui vont permettre effectivement de gérer et d'adapter la gouvernance en fonction du coup des situations que vous pouvez avoir, que ce soit comment on souhaite organiser les comptes de sandbox, comment on souhaite organiser les comptes de dev, de pré-prod et de prod. Ça, c'est l'idée générale, effectivement, et ce slide, au travers des éléments que vous allez retrouver sur la gauche. Donc, les petits rectangles en bleu, ce sont ce qu'on appelle les OU, et les petits triangles, ce sont les comptes. Donc, on va retrouver, par exemple, une OU qu'on va appeler sécurité, dans laquelle on va intégrer les comptes de sécurité, donc un compte de log archive, dans lequel on va stocker l'ensemble des logs de la plateforme, ce qui va permettre, effectivement, comme l'évoquait Chris, de pouvoir effectuer des actions du type rémédiation. Donc, si quelqu'un, effectivement, fait une action qui n'est pas conforme à la politique de l'organisation, pouvoir remonter une alerte et éventuellement déclencher une action automatisée qui va permettre soit de couper un accès ou éventuellement d'alerter les équipes de sécurité. Un compte de sécurité read-only, un compte de sécurité breaking the glass, un compte de sécurité tooling dans lequel on va pouvoir positionner des outils du type Amazon Detective, Amazon Security Hub ou GuardDuty pour effectivement avoir une vision transverse de la sécurité et du coup avoir des alertes qui vont permettre effectivement du coup de sécuriser la plateforme. Dans la partie OU infrastructure, on va retrouver effectivement tous les composants qui ont commun à l'ensemble des workloads qu'on va devoir administrer. Ce qu'on appelle par exemple le compte Shared Services, dans lequel on va retrouver par exemple l'Active Directory, la supervision, l'antivirus, l'ensemble des composants qui sont vraiment communs à l'ensemble des workloads. Si besoin, pour intégrer un compte de network, si par exemple on souhaite rattacher par exemple un compte ou un accès partenaire, pas directement au shared services et du coup l'isoler dans un compte séparé pour effectivement rajouter une couche d'isolation et sécuriser un peu plus la plateforme. Sur la droite, vous allez retrouver ce qu'on appelle les EU additionnels dans lesquels vous allez pouvoir positionner les applications. Donc là, toujours l'idée, c'est toujours un framework. Vous prenez les éléments qui sont pertinents pour vous et pour vos projets. Donc, par exemple, on va trouver l'OU Sandbox, donc on va trouver les comptes de Sandbox, dans lesquels on va pouvoir appliquer une politique de sécurité du type on n'a pas accès à Internet, on va essayer de limiter effectivement les dépenses au travers de la stratégie j'éteins la lumière en partant, donc j'éteins les machines le soir et les week-ends pour éviter effectivement d'avoir une facture qui augmente exponentiellement. Pareil pour la partie workload, on va créer une OU pour les workloads de dev, une OU pour les workloads de pré-prod, une OU pour les workloads de prod, ce qui va permettre effectivement d'isoler et de mettre en place la SCP, donc la politique de sécurité qui va être propre à chacun des environnements. C'est ce qu'on suit effectivement dans les bonnes pratiques utiles, bien isoler les différents environnements pour pouvoir effectivement les gérer de la manière la plus optimale. Une OU qu'on va appeler Policy Staging qui a pour rôle de tester les politiques de sécurité avant de les déployer sur les différents environnements. L'idée, c'est effectivement de pouvoir s'assurer que tout se passe bien et d'éviter effectivement de se retrouver dans une situation un peu problématique si jamais on a cassé quelque chose dans les environnements de pré-production ou de production. Une OU qui s'appelle Suspendu, dans lequel on va trouver par exemple les comptes qui sont clôturés, ou par exemple les comptes qui ont été hackés. On va pouvoir du coup les positionner dans cette OU et leur appliquer par exemple une SCP qui interdit la création de ressources, donc un deny all, pour faire en sorte que ce compte soit complètement isolé du coup du reste de l'environnement et soit complètement sécurisé du reste de la plateforme. Un compte pour des projets individuels, une OU pour les comptes individuels, une OU exception dans laquelle on va retrouver tout ce qui ne rentre pas dans les autres catégories, et éventuellement une OU déploiement dans laquelle on va trouver tous les outillages de CI/CD. Donc l'idée derrière ce slide, c'est toujours effectivement de vous proposer
une structure qui vous permette effectivement de déployer vos workflows de manière sécurisée sur la plateforme. À vous après de choisir ceux qui font sens et qui sont pertinents effectivement en fonction de vos projets, de vos contraintes métiers, de vos contraintes techniques et de vos contraintes financières. Voilà pour la partie framework multi-compte. Je vais te rendre la main, Chris, pour la suite de la présentation. Ok, d'accord. Donc, ce qu'on retient de ce framework-là, il est assez vaste. Donc, il fait intervenir des OU, qui sont des groupements de comptes. Il fait intervenir des comptes de sécu. Il fait intervenir des comptes de prod, de pré-prod, de sandbox, ce genre de choses. Donc, c'est très important d'avoir, d'utiliser ces bonnes pratiques du framework. Donc, pour bâtir cette architecture-là, pour déployer l'ensemble des comptes, pour créer l'ensemble des comptes, pour créer l'ensemble des OU, pour créer les différentes structures, tout ça, ben, dès le départ, il y a eu plusieurs solutions. Chacun y est allé de sa façon. Au départ, pas mal d'entreprises faisaient ce qu'on appelle des custom landing zones. Donc, elles-mêmes, elles allaient développer tout l'ensemble des scripts pour pouvoir gérer l'ensemble des comptes, pour pouvoir créer ses OU, pour pouvoir créer les rôles, pour pouvoir gérer l'ensemble des policies, les privilèges, toute la structure qu'on a définie. Donc voilà, ça demandait un niveau de complexité et d'expertise assez important. Après, il y a eu des solutions, par exemple, telles que Terraform Landing Zone, voilà, qui continue d'être utilisée aussi, hein, qui est de la solution HashiCorp, voilà, qui a aussi bâti cette architecture-là, cette manière de faire là, à travers des bonnes pratiques et à travers le code de Terraform, donc qui permettait de faire la même chose aussi. Amazon aussi, il y a quelques années, a fait sortir Amazon Landing Zone, Amazon Landing Zone, qui est la solution basée sur du CloudFormation, qui permettait de déployer des comptes Amazon avec des structures, comme on a mentionné, avec de la sécurité, avec l'activation des logs, la journalisation des logs, tout ça. Donc, ça demandait aussi un niveau de complexité assez important. Ben, pour la petite anecdote, moi, je disais toujours que Amazon Landing Zone, c'était vraiment une usine à gaz. Il y avait beaucoup de choses dedans lorsqu'on veut déployer, on s'y perdait, ainsi de suite. Donc, ces solutions-là existaient, continuent d'exister. Elles ont permis de déployer des comptes suivant le framework avec l'ensemble des bonnes pratiques. Mais tout récemment, il y a quelques temps, il y a le service Control Tower qui est sorti à fin 2018, je crois, en effet. Donc, qui est la solution managée d'AWS Landing Zone, qui est une solution managée par Amazon. Donc, voilà, qui, grâce à un portail assez simplifié, on peut déjà bâtir une landing zone sécurisée, respectant les bonnes pratiques, respectant l'architecture des comptes mentionnés. Donc, l'idée derrière de cette landing zone qu'on peut bâtir avec Control Tower, c'est de faciliter la création des comptes, d'ajouter des policies, ce genre de choses. Et puis également, l'idée derrière, on a un service qui est assez managé, donc on déporte en effet la complexité à Amazon. Et puis, bon, nous, lorsqu'on a un projet, en une ou deux journées, on peut bâtir une landing zone qui est assez sécurisée pour héberger nos applications. Donc, pourquoi Control Tower? Comme je le disais, hein, ça permet d'avoir un portail simple qui permet de bâtir cette landing zone-là. Ça permet aussi d'avoir de la gouvernance, qui est très bien parce qu'avec Control Tower, on a un portail qui nous permet d'appliquer ce qu'on va voir par la suite, des règles de sécurité sur les comptes. On peut voir les comptes qui sont plus ou moins compliant à telle règle de sécurité ou pas. Donc, ça permet d'avoir une vision centralisée et ça permet d'avoir en griffe une tour de contrôle sur l'ensemble des comptes. Control Tower aussi, ça permet de réduire le time to market, comme je le disais dans l'introduction, pour bâtir un environnement sécurisé multi-compte. Pour la plupart des projets, hein, ça c'est vraiment mon vécu, hein, pour toutes ces années à passer à faire de l'Amazon. On prend en moyenne 3 à 2 mois, 4 mois même pour certaines organisations, pour construire vraiment une architecture landing zone qui est digne de ce nom, qui respecte les bonnes pratiques. Donc l'idée derrière, en faisant Control Tower, Amazon veut permettre aux gens de réduire le time to market, la création des comptes, et surtout permettre aux gens de se focaliser sur leur application. Donc les entreprises vont de plus en plus se focaliser sur leur application. Donc voilà, Control Tower, c'est un service managé, donc on déporte l'effort en effet chez Amazon et nous, on a déjà des comptes sécurisés et puis derrière, la vie est belle, on peut avancer. Donc Control Tower,
comment l'architecture, lorsqu'on crée, on build avec du control tower, qu'est-ce qu'il fait? Control tower, déjà, vous allez créer un compte master. Donc, le compte master, c'est le process habituel, hein. Vous allez créer un compte avec une carte bleue, ce genre de choses. Et derrière, une fois que le compte master il est créé, ben, vous allez dans le service control tower et puis derrière, vous pouvez spécifier le compte log, le compte archive et derrière, ce qu'il va faire, il va créer un compte log, il va créer un compte archive. Ce qu'il va faire également, il va activer les services CloudTrail, le config dans les différents comptes. Ce qu'il va faire, il va centraliser la gestion la journalisation des logs de tout ce qu'on fait sur la plateforme dans les codes de log d'archives. Voilà. Ce qu'il va faire également, c'est de créer des OU. Donc, il y aura l'OU Core. Dans l'OU Core, on aura le compte de log, le compte d'audit et le compte master. Et puis derrière, vous avez la possibilité de créer des OU supplémentaires. Ce que va faire Control Tower, effectivement, c'est de créer les comptes via AWS Organisation. Ce que va faire Control Tower également, c'est en même temps de setter le SSO derrière qui va vous permettre de vous connecter aux différents comptes. Donc avec Control Tower de base, vous avez trois comptes, le compte master, le compte log, le compte d'audit, donc qui sert en même temps de compte de sécurité. Et derrière, vous avez la possibilité d'ajouter les autres comptes. L'avantage avec Control Tower, une fois que le compte est créé, le compte est rajouté dans l'organisation. Les services d'audit et de sécurité tels que CloudTrail, tels que Config sont activés. Certains rôles, cross et compte, tout ça sont activés. Et derrière, on a le compte qui est fonctionnel, qui permet, qui est sécurisé et autres, entre griffes. Et puis, avec ça, on peut déployer la suite de nos applications. Control Tower, pour le moment, il est disponible dans 5 régions, aux US, en Virginie, dans l'Ohio et dans l'Oregon. En Europe, pour le moment, il est disponible en Irlande et puis récemment à Sydney, en Asie Pacifique. Initialement, pour lancer le Control Tower, bien évidemment, fallait pas que le compte soit déjà dans une organisation, mais depuis le 22 avril, maintenant, on a la possibilité de créer un compte, même si le compte est une organisation, ben, on peut lancer le Control Tower. Donc ce prérequis, en effet, aujourd'hui, il n'est plus vérifié. Aujourd'hui, on a le seul prérequis qui est la région pour créer le Control Tower. Bien évidemment, il faut sélectionner les régions dans lesquelles le contrôle tower il est disponible. Mais l'ajout des autres régions, ça va se faire par la suite, hein. C'est comme tout service Amazon au départ, c'est dans certaines régions et progressivement, en fonction de leur roadmap, ils vont ajouter les différentes régions possibles. L'interface de control tower, il est assez simple. Donc, lorsque vous allez sur le compte master, le compte voilà, qui est votre futur compte master, il se présente ainsi, hein. Donc, lorsque vous allez sur control tower, vous avez effectivement, vous précisez la liste des diffusions, bien le compte des services du compte master, vous précisez pour le compte log, pour le compte de deep, vous acceptez effectivement tout ce qui est policy derrière et vous lancez. Et derrière, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer le compte de log, il va créer le compte d'audit, il va activer les logs, le CloudTrail, le config, tout ce qui va avec. Voilà, tout ce qui est garde-fou de sécurité sera directement activé. Et derrière, vous avez, voilà, le process, il prend environ 1 heure pour tout ça. Donc, il prend 1 heure pour créer une landing zone correcte et directement fonctionnelle. Donc, en bonne pratique, hein, ce qu'on vous recommande toujours, hein, ce qu'on recommande aux clients lorsqu'ils veulent créer des comptes, par exemple, pour les comptes de log, d'archives, de master, bon, privilégier les mailing lists, les listes de diffusion, parce que c'est facile à gérer en lieu et place des comptes de services. Une fois que le control tower il est lancé, il est créé derrière, vous pouvez ajouter des comptes supplémentaires, hein. Donc, comme il a dit, on peut ajouter des comptes de sandbox, des comptes de dev, des comptes de prod, des comptes de pré-prod. Ben, pour le faire, je vous conseille, je vous recommande vivement de passer par l'Account Factory. Donc, avec l'Account Factory, là, vous précisez la liste de diffusion, bien vous précisez le mail qui va servir de création de futurs comptes. Par exemple, si je veux créer un compte de prod, je vais préciser, hein, le mail du compte de prod. Derrière aussi, hein, j'ai la possibilité aussi de préciser l'OU. L'OU, c'est pas bien grave. Si vous ne l'avez pas spécifié au début de la création du compte, vous pouvez créer l'OU après et rattacher le compte après.
Donc, c'est un process qui peut durer environ 30 minutes. Derrière, ce qu'il va faire, il va créer le compte, rattacher le compte à l'organisation. Une fois que le compte est rattaché à l'organisation, ce qu'il va faire, il va activer les logs CloudTrail config et pouvoir centraliser ces logs-là dans dans le compte d'archives, dans le compte, pardon, dans le compte de log et archives. Ben, pour ceux qui avaient déjà des comptes existants, aujourd'hui, Control Tower permet d'intégrer un compte existant. Donc, si vous avez déjà créé des comptes, c'est pas bien grave. Vous pouvez lancer votre Control Tower et puis à la suite, intégrer effectivement un compte existant dans Control Tower. Bon, pour intégrer un compte existant dans Control Tower, ce compte doit avoir des prérequis. D'abord, ce compte doit faire partie de l'organisation. Donc, du coup, si le compte appartenait à une autre organisation, détacher ce compte, rattacher à l'organisation où il y a Control Tower. Ben, ce compte, ce que Control Tower recommande aussi, ce compte ne doit pas avoir utilisé le VPC par défaut. C'est-à-dire, si vous avez des ressources dans le VPC par défaut qui sont en cours d'utilisation, le processus va failer parce que derrière Control Tower, il recrée un VPC, il détruit le VPC. Quand on ajoute un compte, s'il vous plaît, ce qu'il fait, il supprime le VPC par défaut, il le recrée. Donc, si vous avez des ressources qui tournent dedans, effectivement, ça va pas se passer. Donc, il recommande de ne pas utiliser le VPC par défaut. Ou bien même lorsque si vous utilisez le VPC par défaut, vous faites des snapshots des ressources qui sont dans le VPC par défaut, ce genre de choses, supprimez les ressources et vous pouvez intégrer via Control Tower. Ce qu'il va faire également lorsqu'on veut ajouter un compte dans Control Tower, on demande que le compte ait un rôle qui est spécifique. Le rôle, il s'appelle AWS Control Tower Execution. C'est ce rôle-là qui va permettre au compte master de pouvoir, à Control Tower, de pouvoir avoir la main sur le compte. Donc, il devra avoir le privilège administrateur access et il devait être trusted. C'est-à-dire, par exemple, dans le principal, là, on a l'ID du master account, ce qui permet à Control Tower, comme on le dit, d'avoir une tour de contrôle, d'avoir une mainmise sur le compte, sur le futur compte. Également, ce qu'il faut faire au niveau de l'organisation, vous devez truster, donc enable trusted access with AWS organisation. Voilà, donc une fois que ça s'est activé, ça permet en effet à l'organisation, au master, de pouvoir agir sur les comptes de l'organisation, tous les comptes enfants en fait. Et puis, si au préalable, vous avez déjà activé config dans le compte que vous voulez intégrer, bon, ce qu'on vous recommande, c'est de désactiver les configuration recorder et les delivery channel parce que derrière Control Tower, il va recréer ses ressources et puis pouvoir déverser les logs dans le compte de log ou dans le compte de log archive. Donc voilà, donc c'est l'ensemble des prérequis. Le portail, il reste le même, c'est le même portail de création de compte également qui sert d'ajout d'un compte existant à Control Tower. Donc ça, c'était la partie Account Factory. Donc un petit résumé de ce qu'on a vu. On a vu qu'avec Control Tower, il permet de créer une structure avec le master, avec le compte de log et le compte d'archive. Pour les comptes supplémentaires, vous avez les comptes Factory qui va vous permettre facilement d'ajouter des comptes supplémentaires. Et puis pour enrôler des comptes existants, vous avez toujours les comptes Factory qui permettent de faire, mais le compte à enrôler, effectivement, à intégrer doit respecter certains prérequis. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans la première partie. Donc maintenant, on va voir un peu les aspects de gouvernance et de sécurité. Donc Control Tower, lorsqu'on le set directement, voilà, il intègre déjà AWS SSO. AWS SSO, c'est un service qui est sorti il y a quelques années quand même, voilà, qui vous permet d'accéder à des comptes. Avant, ce que les gens faisaient, on faisait des rôles cross-account dans tous les sens. C'était assez pénible, assez difficile à gérer. Mais aujourd'hui, avec AWS SSO, vous avez un portail SSO, vous avez l'accès à vos comptes en fonction des privilèges, en effet, que vous aurez donnés aux différents utilisateurs. AWS SSO, ce qu'on peut dire par là aussi, c'est pas seulement l'accès au compte Amazon, mais même si vous avez des applications telles que Zoom et autres, où vous voulez fédérer l'identité à vos utilisateurs, en effet, AWS SSO vous permet de le faire. Avec AWS SSO, vous avez un default directory qui est intégré, c'est-à-dire un annuaire dans lequel vous pouvez gérer vos utilisateurs.
Ben, si vous avez déjà un annuaire existant, soit avec du G Suite ou bien avec de l'Azure AD ou bien tout autre système compatible SAML 2.0, effectivement, on peut faire la fédération d'identité. Donc, ça va permettre à vos utilisateurs, voilà, vos utilisateurs se retrouvent directement dans vos allées avec les droits et les privilèges correspondants et puis ils pourront accéder effectivement à l'ensemble des comptes Amazon via AWS SSO qu'on verra dans la démo. Donc, au vu de toutes ces, ce que peut faire AWS SSO, comme je vous l'ai dit, soit vous utilisez le default directory qui existe, soit vous avez quelque chose qui est compatible, le SAML 2.0, soit un Active Directory, ou bien même vous pouvez utiliser l'AD managé par Amazon ou bien l'AD Connector. Donc l'avantage, vous avez vos utilisateurs qui sont sur votre AD et qui pourront en effet accéder à ces comptes. Donc bien évidemment, sur AWS SSO, voilà, ce qu'on ne peut pas faire par exemple sur AWS SSO, on ne peut pas avoir 2 identity providers, c'est-à-dire vous ne pouvez pas soit avoir de l'AD et en même temps avoir le SSO de base d'Amazon, il faut choisir. Ben, le choix d'un, souvent, ça crée des problèmes parce que si on avait peut-être utilisé déjà l'AWS SSO et on veut par exemple migrer avec un identity provider, en effet, bon, les groupes qui étaient déjà existants seront soit supprimés ou soit recréés. Ça va dépendre en fait des cas qui sont mentionnés dans le tableau. SSO aussi, et AWS SSO est doté de SCIM provisioning, c'est-à-dire ben, vous pouvez avoir la gestion de vos utilisateurs sur votre AD ou bien quelque chose comme ça. Et lorsque le SCIM provisioning est activé, lorsque vous créez un utilisateur dans l'Active Directory, automatiquement, les attributs de cet utilisateur sont recréés et répliqués en effet sur AWS SSO qui peut être un avantage. Ben, le choix de l'identity provider, comme on le dit, hein, ça dépend de la stratégie de l'organisation. Si j'ai une organisation avec 45 000 employés qui doivent accéder à Amazon, c'est clair que je vais privilégier peut-être le SCIM provisioning qui permet automatiquement de créer les utilisateurs une fois qu'ils sont créés dans l'AD. Si j'ai une petite organisation ou bien je n'ai pas d'Active Directory, ce genre de choses, ben, on peut utiliser AWS SSO qui est un directory par default, le directory default, qui permet de créer des utilisateurs et qui permet de les gérer. On a la possibilité aussi avec AWS SSO de planifier, hein, de mettre la session. Donc, vous pouvez dire, par exemple, qu'un utilisateur, en effet, il a le droit d'accéder à ça pendant 1 heure, au compte pendant 1 heure, pendant 2 heures, ou bien quelque chose de custom. Donc ça peut être aussi, ça peut être un avantage. Mais toujours est-il que c'est une fusion de temps, hein, c'est-à-dire il va regarder le temps qui est paramétré dans les permissions d'Amazon et le temps que vous avez paramétré côté Active Directory. Et bien évidemment, il va prendre le min entre les deux, le minimum entre les deux. Donc ça, c'est un principe simple hein, qui explique en effet hein, comment les utilisateurs sont répliqués lorsqu'on active le SCIM entre Azure AD et puis entre le AWS SSO d'Amazon. Donc, ce qu'on fait en général sur AWS SSO, vous allez récupérer un lien qui est une URL avec un bearer token, c'est-à-dire un token que vous paramétrez dans votre Active Directory. Donc, grâce à ce token, une fois que c'est paramétré, l'AD pourra, lorsqu'un utilisateur est créé, aller répliquer cet utilisateur dans AWS SSO. Bien évidemment, on ne va pas répliquer tous les utilisateurs. On a la possibilité de répliquer tous les utilisateurs. Ce n'est pas ce que je recommande. Ce que je recommande, créer des groupes particuliers où seuls les utilisateurs qui seront dans ces groupes-là pourront être répliqués dans AWS SSO. Donc, la gestion des permissions, les comptes sont créés, c'est bien, mais comment on accède aux comptes? Voilà, donc précédemment, on créait hein, des utilisateurs IAM, ce genre de choses, avec des rôles cross-account. C'était assez fastidieux quand même. Aujourd'hui, avec AWS SSO, vous créez des utilisateurs. Et si vous êtes relié à votre AD, vous ne créez plus d'utilisateurs. Vous créez des groupes d'utilisateurs et puis vous créez ce qu'on appelle des permission sets. Les permission sets, c'est un peu pareil comme les policies IAM avec du JSON comme on a l'habitude de voir, qui définit ensemble, en fait, l'ensemble des permissions qu'aura un compte.
ben, il y a des permissions managées, comme vous l'avez aussi sur IAM, et puis il y a des permissions custom que vous pouvez faire. Vous définissez le temps de session. Et puis, ce qui est intéressant, c'est matriciel, c'est-à-dire, je dis par exemple que ce compte de dev peut être accédé à des utilisateurs ou à des groupes d'utilisateurs et ils doivent avoir pour ce compte de dev la permission A. Ce compte de prod, des utilisateurs peuvent accéder au compte de prod avec une permission B. Donc, c'est assez matriciel, c'est assez, on peut dire en 3 dimensions, hein, où on a les comptes, on a les users et on a la permission. C'est lorsque on définit la permission sur le compte et en même temps sur le groupe et sur le user. C'est-à-dire, on définit la permission, en effet, on va dire, par exemple, pour ce compte-là, pour ce groupe d'utilisateurs et également pour cette permission. Donc, un utilisateur, il peut avoir plusieurs permissions en fonction des comptes ou bien en fonction, il peut avoir plusieurs permissions. Donc, c'est ce qui est assez intéressant. Donc, au-delà de ça, hein, une fois que la WSSO est fait, ben, on a les guardrails qu'on peut activer la gouvernance. Donc, la plupart des missions qu'on effectuait, c'était assez pénible parce que très souvent, les équipes de sécurité vont dire ben, il faut empêcher telle chose sur tel compte, il faut ajouter telle chose, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et on passait pas mal de temps, en effet, à développer soit des polices IAM pour le faire, ou bien, si les policiers IAM ne pouvaient pas le faire, on faisait de la rémédiation, c'est-à-dire on faisait un système qui allait détecter l'action et puis nous alerter. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les guardrails dans Control Tower. Ben, les guardrails, il y a 2 niveaux. On peut avoir des guardrails préventifs, par exemple, empêcher, permettre ou bien empêcher que soit des utilisateurs, on utilise par exemple le compte route. Donc, il y a pas mal de guardrails existants qui sont mandatory, qui sont déjà activés de base, voilà, qui permet de gérer un certain nombre de règles de sécurité de base sur les comptes. Donc il y a les guardrails préventifs et ils se basent sur les SCP et puis il y a les guardrails détectives. Par exemple, on peut dire, heu, on veut être prévenu ou bien si un utilisateur, active le port 000 sur une console RDP. Donc, en lieu et place de développer ce genre de choses, il y a pas mal de guardrails qui existent déjà dans ce sens qu'on peut utiliser. Et ça, ce qu'on appelle des guardrails détectives. Les guardrails détectives, elles se basent sur de configs. Donc, c'est pareil, c'est des config rules, en effet, qui ont été développés directement dans Control Tower et lorsqu'on les active, bien effectivement, qui se créent sur les comptes, qui sont directement créés sur les comptes. Et il y a les mandatory guardrails, elles sont activées par défaut. Par exemple, lorsqu'un compte il se crée automatiquement, CloudTrail est activé, ben c'est par le biais d'une mandatory guardrail. Quand on crée un compte, si config est activé, c'est par le biais d'une mandatory guardrail. Donc ça, c'est ce qui est assez intéressant. Donc il y a certains garde-fous déjà qui sont mis. On peut les activer pour d'autres tout ce qui est préventif, voilà. Et puis, il y a des guardrails aussi qui sont recommandés, les détectives. Bon, elles ne vont pas vous empêcher l'action, mais elles vont vous permettre d'être alerté en effet sur un utilisateur. Par exemple, créer un bucket S3 avec une police publique. Donc ça peut être un exemple assez intéressant. Donc, dans Control Tower, on a voilà un dashboard qui nous affiche, par exemple, les différents comptes en fonction des guardrails qu'on a activés. On va voir effectivement est-ce qu'il y a des comptes qui sont compliant ou bien il y a des comptes qui sont non compliant. Donc, on va rapidement hein, regarder un peu Control Tower, ça se présente. Donc là, je suis sur un compte Amazon. Voilà. Donc, vu que ça prend 1 heure, ce que j'ai fait, j'ai déjà lancé le Control Tower. Le Control Tower a été lancé. Donc, quand je vais par exemple dans Account, voilà, il m'a créé le compte de log, voilà, qui est ici, le compte d'audit, et puis j'avais préalablement créé le compte master. Les autres comptes que je vais ajouter, je les ai ajoutés via les comptes Factory. Voilà, donc via les comptes Factory, vous pouvez en effet soit ajouter des comptes existants, donc comme je vous l'ai dit, ou bien soit ajouter de nouveaux comptes. Donc vous avez ce portail et vous créez, vous ajoutez des comptes, vous l'ajoutez dans des OU.
Ici, vous avez la possibilité de créer des OU. Là, j'ai créé quelques OU. Vous avez la possibilité de rajouter des OU. Une fois que ça c'est fait, bon, les OU sont créés, les comptes sont créés. Voilà, donc vous avez l'ensemble de vos comptes qui sont là. Mais ce que vous pouvez faire, vous pouvez aller par exemple dans l'onglet Guardrail. Donc Amazon a activé un certain nombre de guardrails. Par exemple, deletion of log archive. Ce guardrail-là, il permet à quelqu'un de ne pas supprimer les archives log de CloudTrail ou de config qui seront dans le compte d'archives de log. Donc, lui, il est activé par défaut, il est mandatory. On a d'autres guardrails, par exemple, quand on regarde, je vais sur la page suivante, Dizello Public Read Access to Bucket S3. Donc, lui, c'est une guardrail qui est strongly recommended, c'est-à-dire, voilà, elle n'empêche pas l'utilisateur. L'utilisateur, il peut le faire, mais dans les minutes qui suivent, en effet, on sera informé via la console Control Tower qu'un compte est compliant ou pas. Donc, par exemple, je prends cette quadrille-là. Bien évidemment, vous avez la possibilité de l'activer sur vos OU. Donc, vous sélectionnez vos OU, et automatiquement, il va le détecter. Vous faites, par exemple, Enable. Bon, là, j'ai déjà activé, donc il me dit que c'est déjà activé sur l'OU en question. Donc, vous pouvez activer toutes ces quadrilles également. Et puis, quand on vient dans le dashboard ici, ben, dans le dashboard, vous avez l'ensemble de vos OU, l'ensemble des comptes, et puis vous avez en effet les comptes qui sont compliant, c'est-à-dire qui respectent la politique des guardrails en effet qui sont établis. Par exemple, j'ai le compte de log d'archives qui est non compliant, par exemple, voilà, le MFA n'est pas activé sur le route des comptes. Donc, par exemple, vous avez toute l'info. Vous avez toute l'info, en effet, sur vos différents comptes et puis vos comptes qui sont compliant et vos comptes qui sont non compliant. Par exemple, ici, j'ai activé le guardrail qui dit que, voilà, pour tout volume BBS attaché à une instance SSD doit être chiffré. Donc, il y a des volumes que mes développeurs ont créés dans le compte de dev, voilà, qui n'est pas chiffré. Donc, vous avez tout qui est remonté directement ici. Donc, en lieu et place de développer des scripts pour faire ce genre de choses, ben, il y a certains guardrails. Aujourd'hui, je crois qu'il y a environ 40 guardrails qui sont disponibles. Amazon, chaque fois, complète par des guardrails supplémentaires qui permettent en effet de gérer la rémédiation, ou bien qui permettent d'être alerté sur tous ces comptes. Donc ça, c'est un peu la partie guardrail et son activation, en effet, de guardrail sur une OU sous des comptes. En effet, ça peut prendre environ 30 à 40 minutes pour activer des guardrails. Mais une fois que les guardrails sont faits, ce que vous pouvez faire, en effet, dans User and Access, donc vous avez accès à AWS SSO, vous avez la possibilité de personnaliser, en effet, vous allez dans le SSO. Donc là, on va parler des permissions set, comme je vous le disais. Donc là, vous paramétrez la nouvelle SSO. Bon, je l'ai paramétré, hein, j'ai utilisé du G Suite. Donc, ça a demandé une configuration, en effet, hein, entre G Suite, par exemple, et Amazon. Donc voilà, vous avez la possibilité, en effet, de le paramétrer. Vous précisez le fichier des métadatas et autres. Donc, je l'ai précisé sur du G Suite, ce genre de choses. Donc, vous pouvez voir le détail ici. Voilà, donc vous téléchargez le fichier des métadatas, vous l'intégrez également chez G Suite. Donc, vu que j'ai l'accès admin à G Suite, en effet, donc si je viens dans Application et qu'ensuite, voilà, c'est l'accès admin, donc il faut s'authentifier tout le temps. Donc, du coup, vous avez la possibilité de paramétrer, de truster pour qu'on ait une relation de confiance entre Amazon et GCP, donc mes utilisateurs directement, ils pourront se connecter avec l'identity provider de Gmail, en fait. Donc, tout ça a été paramétré et puis on a fait aussi le mappage des attributs, mais l'attribut qui est obligatoire, en effet, c'est le seul attribut qui est obligatoire, c'est l'email. Donc, ça a été paramétré, ça marche bien. Une fois que ça c'est paramétré, ben, ce qu'il faut faire, voilà, vous avez le lien pour vous connecter. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est de créer des groupes. Donc, par exemple, je peux créer le groupe démo, peut-être démo lab, voilà.
Voilà, je crée le groupe Demolab. Comme je vous le dis, c'est particulier, c'est assez matriciel. Quand on crée un groupe, il n'y a pas de privilège sur le groupe, en fait. Ensuite, les users, on a la possibilité de créer les users, mais vu que j'ai fait de la fédération d'identité, vu que j'ai fait de la fédération d'identité, je crée des users, mais mes users que je crée là doivent se trouver en effet sur G Suite, puisque j'ai utilisé G Suite. Mais par contre, si le SIM était activé, tout utilisateur que je vais créer sur G Suite, il serait directement créé ici. Donc, j'ai créé un utilisateur en effet, voilà, qui est mon utilisateur. Je suis rattaché à aucun groupe, donc je peux me mettre dans le groupe démo que j'ai créé. Donc, le groupe Démo Lab, j'ajoute un utilisateur peut appartenir à plusieurs groupes. Ensuite, là maintenant, on vient dans les permissions. Donc, les groupes sont seulement une agrégation d'utilisateurs. Il y a pas de privilège dans les groupes. Ensuite, dans les permissions, je peux créer ce qu'on appelle une permission set. Je vais créer une permission custom, par exemple, que je vais appeler démo. Voilà, je peux dire le temps de la session, c'est d'1 heure par défaut, ou bien je peux mettre du custom. Je vais mettre 1 heure par défaut. Et puis, je peux soit attacher des polices existantes, voilà, c'est la même chose qu'IAM, ou bien créer des custom policies. Donc, ce qu'on va faire, en effet, on va ajouter des policies custom. Mais vu que je suis quelqu'un, je ne retiens pas trop IAM avec des policies, ce que je fais en général, je ne m'embête pas, je fabrique ma policy via la console, là, IAM. Je viens dans policy, ce que je fais, par exemple, je vais créer une policy simple, hein. Je ne vais pas la créer, mais voilà, qui permet seulement de faire de l'EC2. Voilà, je veux que l'utilisateur ait le privilège de faire toutes les actions sur les EC2. Voilà. Voilà, donc il pourra faire all voilà, sur les EC2. Et puis je vais spécifier la condition. Je vais dire seulement, il pourra faire ça, il pourra créer des EC2 seulement en région, par exemple, d'Irlande. Donc je viens dans, je cherche région AWS. À la request région, et puis je mets à la default opérateur égal, et puis par exemple je mets EUWest 1 qui est le nom technique de la région d'Irlande. Voilà. Et puis là, je m'embête pas, je viens dans le JSON qui est généré, je recopie ma policy. Voilà, parce que je retiens pas, j'arrive pas à retenir toutes les policies. Et là, je peux mettre ma policy ici. Donc voilà, l'utilisateur, il a la possibilité, j'enlève le SID, ça sert à rien. Il a la possibilité de faire toutes les actions sur SCDE en région d'Irlande. Donc je fais create. Donc la policy démo, elle a été créée. Et comme je vous l'ai dit, c'est un système qui est matriciel. Donc je viens, voici la liste de mes comptes. Et je dis, par exemple, l'utilisateur, le compte sur le compte Cloud Dev, c'est à ce moment-là, je peux dire que le groupe, je peux prendre le groupe des utilisateurs, mais je vous préconise les groupes. Les utilisateurs qui seront dans le groupe DemoLab auront la permission, cette permission-là, dans ce compte. Donc, c'est très matriciel, donc c'est très fin. Donc, l'utilisateur, voilà, il a cette permission-là sur le compte. Donc, si je viens dans ce compte-là, voilà, ces utilisateurs, ils ont cette permission démo dans ce compte. Je viens de la nouvelle SSO, je récupère le lien SSO qui est là. Mais pour ne pas embêter ma session, je vais dans un autre navigateur, vu que c'est du SSO, c'est un peu souvent chiant de perdre la session actuelle. Je mets le lien, voilà. La fédération d'identité, elle a été implémentée, donc j'entre mon compte Gmail, BiopenIT. Voilà, je vais décocher rester connecté. Et puis là, quand je viens automatiquement, voilà, j'ai l'ensemble de mes comptes où j'ai accès. Si j'avais 2 comptes, j'allais avoir 2 comptes. Si j'avais 10 comptes, j'allais avoir 10 comptes. Et j'ai le privilège démo pour ce compte-là. Donc, l'utilisateur, il se connecte à ce compte assez facilement. L'utilisateur est connecté à ce compte. Je vais aller, par exemple, dans le service EC2. Je suis dans les régions de l'Ohio, donc effectivement, je dois être rejeté. Donc, quand je vais dans tableau de bord, pardon, je vais changer. Voilà. Et puis là, quand je vais dans le service running instance, en effet, j'ai une erreur, il dit, ah là, il peut pas parce que, en effet, j'ai donné le privilège de faire l'action seulement dans la région d'Irlande. Donc, je change de région et je viens dans la région d'Irlande. En venant dans la région d'Irlande, en effet, je n'ai plus l'erreur, en effet. Donc, je pourrais créer des instances EC2 par la suite.
Donc l'avantage avec AWS SSO, j'aurai l'ensemble de mes comptes qui seront présentés avec le privilège qui va bien en lieu et place et avant de faire des rôles conséquents dans tous les sens et c'était difficile à gérer. Bon, on a encore un peu de temps. Et puis également, en plus de la console, j'ai l'accès programmatique. Donc, vous pouvez utiliser, les tokens sont régénérés. Voilà, le temps de la session, j'ai mis 1 heure. Donc, les tokens sont régénérés 1 heure. Donc, ça vous permet aussi hein, de ne pas gérer la rotation des clés, de ne pas avoir des clés, des access keys, secret keys en dur dans IAM. Si vous avez vos utilisateurs qui sont directement gérés dans AWS SSO, ça peut être un avantage. On ne fait pas de rotation des clés et autres. Et puis maintenant, ce qu'on va voir en fait, c'est l'aspect ligne de commande, comment ça fonctionne. Ben, cet utilisateur, pour pouvoir exécuter des commandes, voilà, soit il exporte ça dans ses fichiers de configuration là, et puis derrière, il lance des commandes. Ou bien soit il peut directement utiliser AWS SSO, hein, puisqu'AWS SSO, comme je vous l'ai dit, ses credentials seront régénérés chaque 1 heure de temps. Pour un développeur, souvent, c'est un peu chiant de souvent le renouveler tout le temps. Donc, ce qu'il peut faire, ben, je peux aller par exemple en ligne de commande. Là, j'agrandis un peu pour que tout le monde puisse voir. Voilà. Donc, ce que vous pouvez faire en effet, hein, c'est. Attends, je vais mettre ça comme ça, là, vous voyez mieux. Voilà. Et là, vous tapez la commande AWS configure SSO. Donc, lorsque vous tapez la commande AWS configure SSO, il vous demande le lien du SSO. Donc, en effet, je ne vais pas m'emmerder, je vais recopier le lien du SSO qui est là. Voilà. Donc, ça vous permet de faire des lignes de commande. Donc, j'entre le lien SSO. Il me demande la région. Ben, je vais travailler en région d'Irlande, EUS 1, qui apparaît là. Voilà. Et puis, automatiquement, il se connecte à SSO, il génère les credentials qui vont bien, et puis il me dit d'accepter. Donc, quand je fais ça, voilà, il m'a dit la région par défaut, en effet, qu'il a retrouvé, en effet, la région, c'est ça. Donc, je peux changer de région. Donc, voilà, ça, j'entre. Voilà, il me demande CLI profil. Donc, je peux mettre démo, un exemple. Voilà. Donc, voilà. Et puis, si je fais AWS S3 LS pour voir l'ensemble des buckets, en effet, de ce compte-là, je mets profil de démo. Effectivement, il va me dire que je n'ai pas accès parce que j'avais donné seulement l'accès sur EC2. Mais si je tape AWS EC2 et puis je fais describe instance, un exemple, et puis je fais profil démo. En effet, voilà. Là, effectivement, vu que j'ai pas démarré d'instance, donc ça apparaît vide, mais effectivement, ça marche. Et puis, si je veux me déconnecter, hein, simplement, je fais AWS, SSO, logout. Voilà, si je veux tout déconnecter, ou bien, et puis je mets profil, et puis je mets le profil démo que j'ai cité automatiquement, il me déconnecte du SSO. Si je retape ma commande AWS, voilà, il me dit le token est expiré. Donc, ça peut être un avantage pour les développeurs, en effet, pour avoir la rotation des clés et autres, pour ne pas avoir des access keys, secret keys qui perdurent en dur dans leur compte. Et puis, effectivement, ça crée des problèmes de sécurité. Donc, voilà, donc ça, c'est AWS SSO, c'est le portail qui a été présenté. Voilà, donc j'ai essayé de faire assez vite. J'essaie de faire ça assez vite. On revient maintenant à la présentation. Donc la démo elle est terminée et autres. Bon, vu qu'on n'a pas assez de temps, donc on n'a pas pu voir les logs et autres. Donc voilà. Ben, bien évidemment, hein, on a la possibilité hein, de voir les guardrails, comme je vous le disais, pour voir quels sont les comptes. Donc vous avez le dashboard ici et puis vous avez les guardrails qui sont activés ou pas. Et puis vous avez les comptes en effet qui sont non compliant et puis vous avez la raison à côté. Par exemple ici, les développeurs ont déployé dans la région US East 2, voilà ce genre de choses, des volumes qui existent et qui ne sont pas chiffrés. On va parler un peu de pricing. Bon, combien ça coûte? Boris? Allô Boris? On peut maintenant parler un peu de pricing.
Donc pour le pricing du service Control Tower, Oui. ouais, je te laisse parler un peu plus peut-être après, expliquer un peu aussi avec. Oui, tout à fait. Bah, le pricing est assez simple. Service Control Tower repose sur 3 services. Il va reposer sur organisation, il va reposer sur SSO, comme l'évoquait Chris. Il va reposer également sur Service Catalogue, qui est un service qui permet effectivement de mettre à disposition un catalogue de services pour proposer des services prépackagés aux différentes business units. Donc là, ce que vous voyez effectivement sur le slide, c'est le pricing aussi bien au niveau des quadrides qui vont être implémentés, que ce soit au travers des SCP ou au travers de config, mais également la première ligne, c'est au niveau du coup des éléments préparés par Service Catalogue, en sachant que le pricing de Service Catalogue a changé le 1er mai. Auparavant, c'était effectivement 5 dollars par mois par portefeuille. Et du coup, le Count Factory est un portefeuille permettant de créer les comptes. Maintenant, on a basculé en API et donc ce sera beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Le détail est présenté et proposé sur le lien qui est dans la présentation et que vous retrouvez sur notre site public. Donc l'idée, effectivement, c'est que les coûts du coup de la solution AWS Control Tower sont extrêmement faibles en termes de gestion. L'idée, effectivement, c'est que ce soit le plus simple et le moins cher possible pour pouvoir effectivement mettre en place les fondations de vos solutions. Donc un Ok, petit exemple qui est... je te laisse reprendre la main pour parler du petit exemple qui est juste après. donc voilà, le plus gros des coûts dans ça, c'est config un peu. En général, quand on prend les préventifs Guardrail, puisque ça se base sur du SCP, donc ça, c'est pas facturé. Mais par contre, les détectives Guardrail, ça se base sur config. Donc, ce sont les coûts inhérents à config. Par exemple, supposons que vous avez activé 2 Strongly Guardrail sur 10 comptes. Donc, le calcul est fait sur 15 ressources qui existent de config, donc il check la compliance dessus. Donc, ça va vous faire 1,80 pour ces deux guardrails par mois. Donc, les slides seront Fait... disponibles. On n'a pas Ouais, tellement le temps de décortiquer, sinon j'allais vraiment vous décortiquer ça fait toute une la baguette. facture. Ouais. Ouais, ça fait une Donc, petite baguette par mois pour effectivement passer dessus. oui, mais bon, ce que je veux dire par là aussi, hein, les guardrails, activez-les en fonction de votre organisation, en fonction de votre PSSI, en fonction de votre politique derrière. Regardez l'ensemble des guardrails et puis voilà, il y a des guardrails recommandés en fonction de votre organisation. Sentez-vous libre d'activer tel ou tel guardrail. Donc, c'est terminé. Voilà, si vous avez des questions et autres, on est disponible aussi par mail.